Bonne conférence. Merci. Alors, je tiens à remercier tout particulièrement Daniel et son fils qui ont travaillé une bonne partie de l'après-midi pour que tout soit bien en place. Je sais que c'était un peu stress justement parce qu'il y a eu des inscriptions plus que ce qui était prévu. On avait prévu 60 personnes, il y a à peu près 70 personnes. Donc c'est un beau succès et j'en suis très heureux, très honoré parce que la méditation c'est ma passion et puis on est toujours heureux quand il y a des gens ouverts, intéressés pour qu'on puisse partager notre passion. Alors merci à vous tous d'être là, ça me fait chaud au cœur, ça me touche. J'espère que je réussirai à vous transmettre ma passion pour la méditation, que ça vous donnera envie de la pratiquer. Vous verrez que c'est, en fait, dans l'absolu, c'est très très simple, la méditation en pleine conscience. Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est observer, ressentir. Mais simplicité rime pas toujours avec facilité. En fait, si c'est simple dans l'absolu, la méditation en pleine conscience est très difficile dans les faits parce qu'on a un mental qui va constamment faire barrage, qui va revenir au devant et puis s'interposer entre la pleine conscience que nous sommes. J'ai fait un petit schéma, après je pourrais vous expliquer de façon schématique, symbolique, ce que c'est que la pleine conscience. Alors, c'est difficile d'être en pleine conscience parce que le mental, cet outil de création qui est formé d'un ensemble de pensées, va s'interposer entre la pleine conscience que nous sommes en nature, en essence, constamment. On ne peut pas ne pas être pleine conscience. Par contre, on peut voiler cette conscience que nous sommes en s'identifiant au mental, en percevant les choses qui surviennent ici et maintenant, les phénomènes, en observant ce qui se passe aussi à l'intérieur de soi, des émotions, par exemple, des sensations, des douleurs, au travers du mental. Le mental va étiqueter, il va interpréter, et il va nous empêcher de percevoir cette réalité au travers des phénomènes intérieurs et extérieurs, tels qu'ils sont vraiment. Vous comprenez ? Je précise juste en parenthèse que je préférerais en fait qu'il y ait des questions à la fin. Si vraiment il y a quelque chose qui n'est pas du tout clair, alors vous pouvez lever la main et puis je reformule. Mais de manière à ce que je puisse aussi moi être dedans et puis avoir mon flux ininterrompu, je préférerais en fait que les questions viennent à la fin. Alors vous pouvez les noter et puis on prendra le temps à la fin de la conférence, à la fin de mon discours, de mon exposé, pour passer en revue les questions. On prendra en tout cas une demi-heure, donc ne vous inquiétez pas, tout le monde pourra poser des questions. Voilà. Donc, je vais revenir sur la définition de la pleine conscience. Ça, c'était une petite introduction. On va aussi faire des exercices pratiques pour que vous puissiez intégrer vraiment cet état de pleine conscience, qui est votre essence, votre nature. Mais avant toute chose, comme on a tous débuté la semaine et puis qu'on a peut-être eu du stress durant cette journée, je vous propose un moment de relaxation. Ce n'est pas la pleine conscience, mais ça va nous permettre de nous poser, de rétablir un peu plus d'équilibre à l'intérieur de soi, calmer un petit peu le mental pour qu'après les exercices de pleine conscience, et puis aussi simplement votre présence dans cette salle durant la conférence, soit plus agréable. Ok ? Alors ce sera une relaxation guidée. Pour celles et ceux qui ont suivi mes vidéos sur YouTube, vous êtes habitués. Contrairement par contre à ce que je fais sur YouTube, je vais utiliser le message en « vous ». Donc je vais m'adresser à vous avec le « vous ». Et du coup, vous n'aurez qu'à vous laisser guider dans cette relaxation. Ok ? On essaye ? Voilà. Alors je vous invite à fermer les yeux en signe de retrait du monde extérieur pour mieux ressentir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Pour commencer cette relaxation, vous pouvez détendre le corps de haut en bas, à l'exception des muscles qui doivent rester actifs pour le maintien de la posture. De la tête aux pieds, des pieds à la tête, détendez tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés pour le maintien de la posture.
Et ressentez les effets de ce relâchement global de la tête aux pieds. Juste ressentir, sans interpréter, sans analyser. Essayez de ressentir votre corps dans sa globalité, dans cet état de relâchement global. Prenez conscience de votre propre présence, ici et maintenant. Puis maintenant, en particulier, portez votre attention au niveau du visage. Ressentez le visage et apportez-lui un peu plus de relâchement. Du front jusqu'au menton. Ressentez les effets de ce relâchement dans tout le visage. Plus vous ressentez, plus le mental s'apaise. Juste ressentir. Bien concentré sur les sensations dans le visage. Plus vous ressentez, plus le mental s'apaise. Il se calme et votre corps également par conséquent se calme. Vous pouvez déjà sentir des différences dans le corps par rapport au début de l'exercice. Prenez conscience de ce changement d'état, juste en ressentant. Vous pouvez déjà remarquer qu'il y a beaucoup de sensations dans le corps. Focalisez votre attention sur un endroit en particulier et sentez la vie qui anime cet endroit. Observez l'énergie, les sensations, telles qu'elles sont, sans chercher de phénomènes particuliers. Du chaud, du froid, des picotements, peu importe. Restez bien concentré sur cette zone de votre corps, comme si vous cherchiez à la sonder, à la pénétrer de l'esprit que vous êtes, cette conscience qui ressent. Plus vous ressentez, plus le mental s'apaise. Et en conséquence, le corps s'apaise un peu plus également. Vous êtes de plus en plus profondément centré, focalisé sur le corps, les sensations qui s'y trouvent. À nouveau, prenez conscience du changement des sensations globales dans le corps. Prenez conscience de cet état de relaxation qui s'est approfondi en vous. Maintenant, focalisez votre attention sur la zone du ventre. Et au besoin, s'il n'est pas encore totalement relâché, alors relâchez l'abdomen, les muscles abdominaux, détendez-les. Laissez ainsi votre respiration aller et venir librement. Libérez le diaphragme, ce muscle régulateur de la respiration, de toute tension.
Ne contrôlez pas la respiration, laissez-la simplement suivre son cours dans un ventre relâché. Vous êtes l'esprit, la conscience, qui ressent ce qui se passe dans le ventre. Sentez les sensations induites par le mouvement de la respiration. Le ventre se lève, puis s'abaisse dans un rythme harmonieux, naturel. Voilà, vous pouvez tous maintenant réouvrir les yeux, mais en restant bien connectés aux sensations dans le ventre. Ouvrez les yeux, observez le monde extérieur, tout en étant présent au mouvement, aux sensations dans le ventre. Maintenez le relâchement, la détente parfaite dans le ventre. S'il y a des sensations d'engourdissement dans le corps, à cause des effets de la relaxation, eh bien ces engourdissements vont se dissiper dans les prochaines secondes, harmonieusement, naturellement. Est-ce que quelqu'un se sent dans un état un peu vaseux, comme après une sieste? Ça va? Oui. Ça, c'est si vous étiez proche de l'endormissement, ce qui arrive dans les états de relaxation profonde, ben vous pouvez, quand vous revenez à un état de veille normal, ressentir ces états un peu vaseux. Et, en principe, ils se dissipent assez rapidement. Mais là, on n'a pas fait très long, donc ça se dissipera s'il y a ces sensations-là, d'autant plus rapidement. Voilà. Merci pour votre attention. La conférence est terminée. Non, alors là, on n'a pas vraiment fait la pleine conscience. Sauf si vous êtes parvenu, quand je vous ai invité à le faire, à ressentir les sensations sans le mental, sans y penser. Là, c'est de la pleine conscience. Mais la grande différence avec la pleine conscience, la méditation de pleine conscience, c'est que là, on a induit la relaxation. Il y a une volition mentale. Je décide de relâcher ce muscle, etc. Vous voyez, il y a une volonté. Alors que la pleine conscience, la méditation de pleine conscience, dans l'absolu, il n'y a pas de volonté. Ou plus justement dit, s'il y a une volonté du mental, ce qui ne manque en principe jamais d'arriver très rapidement, on l'observe. Sur mon petit schéma ici, l'esprit, la pleine conscience que nous sommes, est symbolisé par le soleil. Quand on prend conscience de quelque chose, alors on est comme ce soleil qui projette son rayon lumineux. Si on a conscience de quelque chose, c'est qu'on voit cette chose, on la ressent. Dans les traditions spirituelles, religieuses, souvent on associe la connaissance, donc le fait de pouvoir voir les choses, de pouvoir les appréhender, à la lumière. C'est pour ça que le soleil sert souvent à symboliser l'esprit, la conscience. Donc quand on prend conscience d'un phénomène, on le ressent. Et si on est en pleine conscience, on le ressent sans filtre. Le filtre mental, je l'ai symbolisé ici par ce nuage rouge, avec un M comme mental. Ce n'est pas le nuage magique de
de Sengoku, hein, pour ceux qui connaissent. C'est des références de mon époque, hein, je ne sais pas. Donc le nuage symbolise le mental. Le mental est comme un voile. Quand on ressent, mais qu'on va se dire, qu'est-ce que c'est que cette sensation? Agréable, désagréable. Pourquoi je ressens ça alors que je devrais sentir quelque chose de l'ordre de la paix à l'intérieur de moi? Alors, on n'est plus en pleine conscience sur la sensation. Le mental s'est interposé et l'esprit que nous sommes, il est pris, il est embrumé par le mental. Voyez? Donc le mental, ça vous pourrez toujours vous en souvenir ce soir, il fait office de voile. C'est un voile qu'on met entre notre esprit, la pleine conscience que nous sommes, et les sensations, et tout ce qu'on observe en fait. Un bruit extérieur, c'est un phénomène. Une émotion, une sensation dans le corps, une douleur, c'est un phénomène. Quelque chose qu'on observe, la couleur par exemple, les formes, c'est des phénomènes. Tout est vibration. Hein? La physique le prouve, l'a prouvé depuis longtemps. Tout est énergie, tout est vibration. Et toutes ces vibrations, qu'elles soient à l'intérieur du corps, même les pensées, c'est des vibrations. Or c'est certes plus subtil, moins grossier qu'une douleur physique, mais c'est une vibration quand même. Tout ça, c'est de l'ordre du phénomène. Même le nuage est un phénomène. Hein? L'esprit, lui, il est au-delà des phénomènes. C'est ce qui voit, ce qui perçoit les phénomènes. Alors, on est dans l'abstrait un peu, hein? On est dans le symbolisme. Vous verrez après, avec le dernier exercice qu'on va faire, même le deuxième, que ces choses-là vont devenir beaucoup plus concrètes parce que vous les aurez expérimentées. Et ce que je voulais dire par rapport à cet exercice qu'on a fait en introduction, c'est qu'on a utilisé le mental pour induire quelque chose dans le corps, pour induire la relaxation. Alors souvenez-vous déjà que ça, ce n'est pas la pleine conscience. La pleine conscience, elle induit rien. Elle cueille les phénomènes tels qu'ils se manifestent à elle. Alors ça peut être une sensation qui tout d'un coup survient dans le corps, une émotion, ça peut être un bruit à l'extérieur, et quelque chose qui attire l'attention de ce soleil, de cette conscience que nous sommes. Et alors, on met l'attention dessus. Les enfants font ça très bien spontanément, jusqu'à ce que le mental soit formé chez eux et qu'ils commencent à s'accaparer l'expérience. Un tout petit enfant, vous avez déjà vu, hein, il regarde, il y a des choses, les animaux aussi typiquement, il y a des choses qui attirent leur regard, et puis il focalise dessus. L'enfant, s'il a une émotion, il ressent son attention sur l'émotion. Il la vit totalement. Jusqu'à un certain âge, il n'est pas en train de se dire « Oula, c'est pas une bonne émotion ça. Il ne faut pas que je la ressente. Elle est désagréable, alors je mets un verrou dessus. Je l'occulte, je l'étouffe. » Ou alors, cette émotion, elle est provoquée par cette personne, alors je vais la projeter sur lui. Ou je vais aller m'en prendre à lui pour ne plus ressentir cette émotion, pour m'en débarrasser, pour me venger, etc. Donc il n'est pas avec son émotion, il est focalisé sur le déclencheur de l'émotion. Voyez ? Les enfants, les petits-enfants, les animaux, ils ne font pas ça. Ils sont en pleine conscience. L'animal, ça on ne sait pas trop, mais il n'a pas trop de mental en fait. Il n'a pas la capacité de penser. Il a certainement des images. On sait bien que les chiens, par exemple, ils rêvent, on les voit bouger. Donc il y a un imaginaire, mais ce n'est pas le même mental que nous. En tout cas, il n'est pas aussi en contrôle que le nôtre. Donc ils sont connectés en permanence avec le monde des phénomènes, sans ce filtre mental. Vous voyez ? Il n'y a pas de main qui se lève, donc je ne dois pas reformuler pour l'instant. Ça va ? Ok. Bon, je parlerai après des bienfaits de la méditation en pleine conscience. Maintenant que j'ai fait cette introduction, je vais parler brièvement de mon parcours pour vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à pratiquer, même à être passionné par la méditation de pleine conscience. Alors, je n'ai pas toujours été intéressé par la méditation, loin de là, ni tout ce qui a trait à la spiritualité, parce que je suis aussi passionné par le symbolisme, je suis passionné par l'étude des écritures sacrées, l'ésotérisme, les voies mystiques, etc. Donc ça, j'ai pas toujours été là-dedans. Hein.
Quand j'étais adolescent, j'étais même assez athée, on va dire. Et puis peut-être que j'avais raison de ne pas croire au Dieu auquel on a voulu nous faire croire. Aujourd'hui, j'ai une spiritualité, donc je suis d'une certaine manière croyant, mais je ne crois toujours pas au Dieu auquel on avait voulu me faire croire quand j'allais au catéchisme, etc. En tout cas, j'ai une vision un petit peu différente maintenant. Et donc tout ça m'était complètement étranger. Et puis un jour, j'ai vécu une expérience que je qualifierais de surnaturelle. Alors c'est difficile de décrire ça avec des mots, surtout que pour la plupart d'entre vous, peut-être que vous n'avez aucune notion de ces choses-là. Alors je vais essayer de rester vraiment terre à terre. Mais pour planter le décor, j'étais dans ma voiture, et puis à l'époque, je traversais une phase où tout allait vraiment bien dans ma vie. Mais c'était un bonheur conditionné. J'avais terminé mes études, j'avais fait de brillants résultats, j'avais décroché une bonne place dans une grande banque suisse, j'avais une super voiture de sport, j'avais une super copine, j'étais bon dans le sport, je performais vraiment à tous les niveaux. Donc j'avais toutes les raisons de me réjouir, mais c'était un plaisir, un bonheur conditionné par ces choses qui allaient bien à l'extérieur. Et toujours est-il que ce bonheur était agréable et puis qu'il y avait une certaine paix à l'intérieur de moi. Et je me surprenais, donc c'était en 2004, je me surprenais dans cette période-là à être vraiment, vraiment bien dans mon corps. Je faisais du sport, donc j'étais jeune, j'avais 22 ans aussi, donc à cet âge-là, en principe, on se sent bien dans son corps, quoique. En tout cas, c'était mon cas. Et je me surprenais à avoir une respiration très profonde, d'être vraiment au calme à l'intérieur de moi, d'avoir des sensations très agréables, alors que j'étais actif physiquement. C'est étonnant, comme en principe, quand on est actif, on a des crispations, puis on ne respire pas trop bien. Ça faisait quelques semaines que j'étais vraiment dans cet état de bien-être et de fluidité à l'intérieur. Et puis quand j'étais au volant de ma voiture, tout d'un coup, sans crier gare, sans raison apparente, j'ai vécu un phénomène énergétique qui est monté en fait en moi à partir de la pointe du sacrum, depuis la base de la colonne vertébrale. Et puis cette montée d'énergie, alors je le décris comme ça avec mes mots, mais sur le moment, ça s'est manifesté par un ensemble de picotements, je dirais pas désagréables, mais intenses. Et puis c'est monté comme ça, et moi je ne savais pas du tout ce que c'était, évidemment, je découvrais ça sur le moment. Et le problème, c'est que mon mental, il a paniqué. J'ai paniqué, en fait. J'ai pas laissé vivre ce phénomène parce que j'ai eu peur. J'ai pensé, en fait, ça va vous paraître un peu débile, mais à ce moment-là, j'ai pensé que je faisais un malaise. J'ai pensé que j'étais même en train de faire un AVC, et puis que j'allais rester paralysé. Vous voyez, les images, elles passent vite à ce moment-là dans la tête. Et du coup, j'ai paniqué, j'ai fait une crise d'angoisse. J'ai complètement bloqué, entravé le processus, qui était en fait, ça je l'ai compris plus tard, un processus naturel de montée d'énergie. Dans la tradition orientale, les gens qui font de la pratique de méditation depuis un long moment, assez intensivement, qui font du pranayama, des exercices de respiration, qui font du yoga, ils connaissent ces montées. Mais moi, je ne pratiquais pas ces choses-là. C'est pour ça que je parle d'un phénomène surnaturel. Je ne sais pas vraiment ce qu'a déclenché ce phénomène, mais toujours est-il qu'il s'est produit et qu'il était puissant. Et donc, en réaction à ce phénomène, j'ai bloqué. J'ai paniqué, et puis j'ai demandé à ma copine de prendre le volant et de m'emmener tout de suite aux urgences. J'étais en train de faire une crise de panique. Vous savez ce que c'est quand on fait une crise de panique, enfin, pour ceux qui en ont déjà fait, on a l'impression qu'on va mourir, donc ça rajoute encore un plus une grosse détresse. On a des symptômes, on a des vertiges, on voit tout noir. Enfin, moi j'avais la totale, quoi. C'est vraiment un gros truc, quoi. Et puis donc je suis arrivé à l'hôpital, les médecins m'ont rassuré, ils m'ont fait souffler dans un ballon pour rétablir le gaz carbonique, tout ça. Et c'est passé, ils m'ont rassuré, mais moi je n'avais pas trop associé le fait qu'il y avait eu un déclencheur à cette crise d'angoisse. J'étais encore un peu sous l'état de choc et puis j'en ai pas parlé aux médecins. J'ai parlé de mes symptômes quand je suis arrivé aux urgences, qui étaient ceux de la crise d'angoisse. De toute façon, ils n'auraient certainement pas pu me dire c'est un éveil de Kundalini. Je ne pense pas qu'à moins que ce soit un médecin éclairé, rompu aux techniques de méditation orientale et au texte sacré de l'hindouisme qui en parle particulièrement. Enfin bref. Et je vous parle de ça parce que le problème, c'est que j'ai bloqué avec ma crise d'angoisse, avec la peur qui était très forte. J'ai entravé cette montée très forte d'énergie.
Et puis cette énergie, elle allait se cristalliser dans mon corps. Comme elle n'a pas pu s'écouler, elle s'est bloquée dans ma physiologie. Hein? Essayez de vous représenter un torrent d'énergie et puis vous le bloquez. Il fait tout péter, quoi. Moi, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et en fait, tous ces blocages d'énergie que j'ai créés à ce moment dans mon corps, parce que je n'ai pas laissé vivre le processus à cause de la peur, et bien en fait, ça a perturbé toute ma physiologie. Et à partir de là, j'ai vécu une véritable descente aux enfers, avec beaucoup de symptômes. Chaque jour, j'avais un nouveau symptôme. Et en fait, c'est normal parce que ma physiologie, elle ne pouvait plus fonctionner normalement. Et je suis allé voir des médecins, je suis allé faire des examens, parce que j'étais sûr que j'avais vraiment un gros problème. J'avais des vertiges, j'avais des acouphènes, j'avais des raideurs dans la nuque, j'avais des migraines, j'avais des troubles de digestion, vraiment plein de symptômes. Et puis sur le plan biologique, avec les examens, tout était normal en fait. Donc ouais, vous allez voir les médecins et vous disent c'est psychosomatique, c'est dans la tête, etc. Et moi ça ne me parlait pas. On m'a diagnostiqué spasmophile. Donc spasmophile, c'est ce qu'on appelle le nouveau syndrome, les maladies de civilisation comme la fibromyalgie. Et puis les médecins, ils ne comprennent pas vraiment les causes, hein, ils attribuent ça justement à la psyché. Et c'est vrai que sur le plan physiologique, il y avait une affection du système nerveux, ce qui est le cas dans la spasmophilie. Tout était déréglé chez moi. Mais ça n'expliquait pas la cause, hein, parce que je n'avais pas l'impression d'avoir changé quelque chose dans mon état d'esprit. Je subissais ces symptômes, mais en surface, dans mon mental, j'avais l'impression d'être toujours le même. Il n'y a rien qui expliquait ce changement brutal. Mais cet éveil de Kundalini, cette montée d'énergie, elle a provoqué chez moi une ouverture aux choses spirituelles. En tout cas, un intérêt pour autre chose que le domaine bancaire, qui jusque-là m'occupait, quoi. Occupait toutes mes pensées, je voulais faire une carrière, etc. Et il y a eu, à partir de cette crise d'angoisse, je parle de descente aux enfers parce que j'ai vécu un véritable tiraillement intérieur. D'un côté, il y avait mon âme qui voulait que j'aille vers quelque chose qui me correspondait plus au fond de moi. Et puis, il y avait mon ego qui faisait de la résistance, puis qui ne voulait pas lâcher. Il avait peur de l'insécurité financière, il se laissait aussi influencer par les peurs des autres, peur du changement, etc. Donc j'étais en lutte à l'intérieur de moi-même et ça n'a fait qu'empirer mon état physique. Hein? Ce qu'aurait voulu mon âme à ce moment-là, c'est que je me laisse aller et puis que je me fasse confiance et puis que je suive vraiment ces aspirations qui commençaient à naître en moi. Hein? Aspirations pour le domaine de la spiritualité, l'énergétique. Alors c'est venu petit à petit parce que par la force des choses, ce feu intérieur était tellement fort que je me suis ouvert à ces choses-là. Et je me souviens en octobre 2006, donc ça c'était, ouais, je saute un peu dans le temps, donc les 2 ans qu'ont duré ma descente aux enfers m'ont mené à un burn-out en 2006. Et puis là, il n'y a vraiment plus rien qui allait, et puis j'ai arrêté mon travail, heureusement d'ailleurs. J'ai été en congé maladie, et puis là j'ai pu commencer vraiment de faire des thérapies, d'aller voir des kinésiologues, un kinésiologue, réflexologue, faire des massages, je me suis ouvert aux médecines alternatives, etc. J'ai modifié mon alimentation. Donc ça a été un mal pour un bien, ça a été salutaire. Et puis ce que je voulais dire, c'est qu'en octobre 2006, j'ai lu un livre qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent » d'Eckhart Tolle, que beaucoup connaissent. Et puis, quand je vous parlais que j'avais eu une ouverture au spirituel, cette ouverture, elle a fait en sorte que j'avais l'impression, quand je lisais quelque chose dans le domaine spirituel, de sentir si c'était juste ou si c'était de l'illusion. Et puis quand j'ai lu l'introduction du livre d'Eckhart Tolle, je tremblais. Tellement ça vibrait en moi, tellement ça me parlait en fait. Je savais que ça, c'est ce qui allait vraiment me permettre de guérir en fait, de libérer toutes ces énergies qui étaient bloquées en moi, qui restaient bloquées parce que je les bloquais à ce niveau-là. Hein? Je ne voulais pas laisser vivre ce feu intérieur qui aspirait à une seule chose, c'était de pouvoir s'exprimer en fait. Voilà, donc ça, c'était ma rencontre avec Eckhart Tolle, avec la présence. Alors lui, il préconise beaucoup le ressenti en pleine conscience du champ d'énergie du corps, ce qu'il appelle la présence en fait. On va se focaliser sur soi-même en tant que champ d'énergie. Et ça, c'est une technique de pleine conscience. Et je l'ai expérimenté pendant pas mal de temps. Mais le problème, et ça c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en lumière ce soir, parce que ça fait partie des pièges de la méditation,
j'ai voulu utiliser les connaissances liées à la pleine conscience pour me débarrasser de mon état désagréable, de mes problèmes, de mes énergies bloquées, de mes ombres. Parce que bien sûr que comme j'étais toujours en tiraillement intérieur, il y avait des choses en moi-même que je ne supportais pas, que j'aimais pas. Je voyais très bien, parce que j'avais une meilleure conscience de moi-même, je voyais très bien les mécanismes de fonctionnement de mon ego, la jalousie, l'emportement, l'impatience, la nervosité, la colère, etc. La peur aussi. Je voyais ces choses-là, j'étais beaucoup plus lucide. Mais le problème, c'est que je voulais me mettre en pleine conscience pour m'en débarrasser. Parce que j'avais lu, bien sûr, que quand on pratique la pleine conscience, il y a un apaisement, il y a un éveil qui se produit, etc. Donc, j'avais en point de mire ces états-là. C'était un résultat que je voulais atteindre. Mais je méditais dans ce but-là. Voyez ? Et ça, ce n'est pas la pleine conscience. Il y a une attente du mental. Je veux être en pleine conscience pour vivre la paix. Ça veut dire que je n'accueille pas en pleine conscience l'absence de paix. Voyez ? Il y a une attente et elle est mentale. Et du coup, j'étais toujours là. C'était un nuage un peu plus subtil, un peu moins grossier que l'ego habituel où on réagit sans conscience. Voyez ? Donc la pleine conscience que j'étais, au lieu d'être focalisé directement sur le corps, pour accueillir les phénomènes tels qu'ils sont, sans vouloir qu'ils soient différents, je la vivais à partir de cette volonté mentale. Il m'aura fallu 10 ans pour comprendre que j'étais là encore, et que je ne vivais pas la pleine conscience, malgré ce que je croyais en fait. Voyez ? Parce qu'on peut ressentir un phénomène, et puis en arrière-plan, il y a toujours cet ego, ce mental qui contrôle, de façon très très subtile. Et puis on peut se leurrer soi-même. Ce sera un petit nuage, un tout petit nuage, il est là. Puis on se focalise là-dessus, puis on ne se rend pas compte qu'on est identifié à ce petit nuage. Vous voyez ? Il y a toujours une volonté que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Et ce que j'ai compris, à force finalement de m'impatienter et puis de me rendre compte que ça n'allait pas aussi vite que ce que je voulais, puis ce que je voulais dire aussi, c'est que le piège, quand on commence à faire de la méditation, on a cette image du maître zen qui est impassible, vous savez. Puis nous, quand on médite, on n'est pas à ce maître zen. On n'est pas du tout lui. Il y a plein de choses qui se passent, on n'arrive pas à se concentrer plus que 2 secondes sur un phénomène, il y a le mental qui revient. Puis on se juge d'être aussi nul en méditation. Puis ça, c'est le piège en fait. Parce que cette part de nous qui se trouve nulle, ce n'est pas le pur esprit, c'est le mental qui juge. Regardez le pur esprit, le soleil, c'est très symbolique. Il projette son rayon de lumière tant sur ce reflet que sur celui-là. Admettons que ça, c'est une sensation désagréable. Admettons que ça, c'est une sensation agréable. Sensation agréable, sensation désagréable. C'est la même projection. Il n'y a pas de discrimination au niveau de la pleine conscience. Comprenez ça ? Ça, c'est un point très important. On en parle dans les traditions spirituelles. Dieu lève son soleil tant sur les bons que sur les méchants. Ça, c'est dans l'Évangile, par exemple. Il y a aussi des références dans l'hindouisme à ce niveau-là. Dans toutes les traditions, en fait, il y a des symbolismes. Le pur esprit ne juge pas. La pleine conscience que nous sommes, ce soleil ne juge pas. Pour lui, il n'y a pas de distinction, il n'y a qu'une vibration, puis elle est telle qu'elle est. Donc si je veux que cette vibration, elle soit différente, alors c'est que je contrôle. La pleine conscience que je suis est voilée, et elle ne peut pas atteindre, pénétrer la vibration et l'observer telle qu'elle est. Voyez ? Mais l'astuce, que j'ai compris seulement 10 ans après, c'est que je peux prendre conscience que je suis en train de contrôler. Voyez ? Et ça a tout changé. Je peux prendre conscience que je suis en train de juger. Mais si je prends conscience que je suis en train de juger, il ne faut pas que je me replace sur un autre nuage, puis que je juge le fait que j'étais en train de juger. Voyez ? Donc, ça c'est, quand on pratique la pleine conscience, on doit affûter cette vigilance de l'esprit. Parce qu'il y a toujours une pensée qui peut se glisser derrière une autre. Je prends conscience d'un phénomène, je vais juger ce phénomène. Je prends conscience que je juge, puis je me dis, c'est pas juste.
je prends conscience que je suis en train de me dire que ce n'est pas juste, etc. Vous voyez? Il y a toujours un glissement qui peut se faire dans le mental. Et la pleine conscience, l'exercice de la méditation de pleine conscience, c'est aussi observer tous ces mécanismes, tous ces jeux du mental. Et quand vous parvenez à observer en pleine conscience l'activité du mental, vous en êtes libéré. Et il y a une paix profonde qui s'installe. Vous êtes le soleil qui resplendit sur tous les objets qui se reflètent, je vais dire ça comme ça. Vous êtes le soleil qui se reflète sur tous les phénomènes, en pleine conscience. Et ce jaillissement de la lumière qui n'est pas voilé, alors ça produit, ça génère beaucoup d'harmonie, beaucoup de paix, de bien-être. Et ce que j'ai expérimenté, c'est quand on parvient à se placer dans cette position de l'observateur, détaché, neutre, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de soi. Notre nature, notre physiologie, notre psyché, elle s'harmonise, elle s'équilibre, parce que c'est comme si ce rayon de lumière, c'était un facteur d'harmonisation. Tout ce qui va pénétrer en pleine conscience, il va l'harmoniser. Et quand notre physiologie, notre psyché, notre intériorité est harmonisée par cette pleine conscience, alors elle s'ouvre et puis elle peut développer ses qualités. Elle peut rayonner en retour, comme un reflet qui rayonne la lumière qui est reflétée sur lui. Elle peut rayonner en retour, réfléchir dans le monde les qualités de la source, de l'esprit que nous sommes. Dans le christianisme, je crois que c'est saint Paul qui parle du fruit de l'esprit. J'ai compris ce que ça voulait dire. Le fruit de l'esprit, c'est quand notre âme, elle est totalement pénétrée, infiltrée par la pleine conscience que nous sommes, qu'il n'y a plus de voile mental, alors elle peut s'épanouir comme une fleur. Elle peut donner son fruit. Et saint Paul nous dit que le fruit de l'esprit, ce n'est pas pour rentrer dans le domaine religieux, mais il y a des bonnes choses qu'on peut prendre quand même. Je ne suis pas en train d'essayer de vous convertir au christianisme ni au bouddhisme, on est d'accord, hein? Le fruit de l'esprit, il dit que c'est la bienveillance, la charité, la compassion, la joie, la patience, etc. Et ça, je l'ai vraiment expérimenté. Donc je comprends ce qu'il a voulu dire. Mais un bouddhiste aurait pu dire la même chose. Un hindou aurait pu dire la même chose. Parce que dans toutes ces traditions, toutes les écritures s'accordent à dire, je vous ai dit que j'ai étudié, hein, donc j'ai vu ces choses-là. Toutes les écritures s'accordent à dire qu'il faut apaiser le mental. Jésus disait « Heureux les pauvres en esprit. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu leur appartient. » L'enfance, dans l'hindouisme, c'est synonyme de simplicité. Simplicité du mental, être pauvre en esprit. Saint Pierre disait « L'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible. » Voyez ? Donc, il parle dans les traditions d'apaiser le mental. Parce que c'est justement ce qui va permettre à l'âme d'être pénétrée par ce rayon de lumière, celui de la pleine conscience, qui va lui permettre de s'épanouir, de développer ses qualités. Donc ça, j'y viendrai encore après par rapport aux bienfaits. Je vais juste contrôler le temps. Ouais, le temps passe vite. Calme et heureux, s'ouvrir aux autres, devenir une personne bienveillante, compatissante, ce qui ne veut pas dire qu'on se laisse marcher sur les pieds. C'est des bénéfices qu'on peut retirer de la méditation de pleine conscience, pour les raisons que j'ai expliquées. La catharsis, est-ce que vous comprenez ce mot? Catharsis, c'est un mot qui vient du grec, ça veut dire purification. Quand on déconnecte le mental, il y a cette lumière qui nous traverse, celle de notre source, notre pleine conscience. Quand je dis notre pleine conscience, ce n'est pas quelque chose qui nous échappe, c'est nous, hein, dans l'absolu. Les expressions sont parfois un petit peu limitées. Eh bien, quand cette lumière va pénétrer notre âme, elle va mettre en mouvement les énergies qui y sont bloquées. Dans la tradition alchimique, on parle de transmutation. Ce qu'on pourrait appeler nos ombres, c'est-à-dire ce qu'on n'aime pas en soi-même, les choses qu'on refuse de voir, vont être mises en lumière. Il y a un phénomène de transmutation, de purification, d'illumination.
Et du coup, tous ces blocages d'énergie, tous ces aspects de soi-même sur lesquels on a toujours mis un verrou, sur lesquels on a toujours mis ce voile mental répressif, vont être remis en mouvement et vont s'harmoniser. Et ça, il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur de nous. Alors les médecins ont raison quand ils disent qu'il y a beaucoup de maladies qui sont psychosomatiques. La cause d'une maladie psychosomatique, c'est la psyché psychosomatique. Donc c'est au niveau du mental, par notre identification à des schémas répressifs de contrôle, qu'on va empêcher notre âme de s'éveiller librement. On va la réprimer, l'entraver. L'âme, elle aspire à chacun. L'âme, quand je dis l'âme, c'est la part de nous qui a des aspirations profondes, qui a des rêves. C'est ce qu'on est au fond de nous, en fait. On appelle ça aussi l'enfant intérieur, etc. C'est nos aspirations profondes. Mais ce qu'on est profondément, ça aspire à pouvoir se manifester, se rayonner, être incarné totalement. Mais pour ça, il faut que l'esprit il fasse office de tuteur et puis qu'il accueille ces aspects de nous-mêmes. Et dans la pleine conscience, comme il n'y a plus de répression au niveau mental, alors ces choses-là, elles sont accueillies. Et puis elles se mettent en mouvement, elles s'épanouissent, comme une fleur qui va s'ouvrir. Vous comprenez? Et ça, là, quand il y a ce processus de catharsis qui s'opère, de purification intérieure, eh bien, on entre dans un état d'équilibre, de santé, de bien-être, on sent cette paix. On a aussi un élan qui nous pousse à créer des choses. Il y a une confiance naturelle en soi, parce que le fruit de l'esprit, c'est aussi la confiance en soi. Donc, il y a une augmentation de la confiance en soi, il y a une diminution du stress, des tensions et des névroses. La névrose, c'est un comportement basé sur une peur, sur une angoisse, qui est destiné à y échapper. Mais si on est en pleine conscience, on accueille les choses qui sont en nous. On n'a plus peur d'elles parce qu'on en a honte, parce qu'on ne veut pas que les autres le voient, parce que nous-mêmes, des fois, on ne veut pas voir ces choses-là. Donc il n'y a plus de raison de vouloir échapper à la peur, puisque la peur n'est plus là. Donc on se libère des névroses également. Voyez ? Ça a été prouvé scientifiquement. Les gens qui font de la pratique de méditation en pleine conscience, au niveau des... Comment on appelle ça? L'encéphalogramme, les scans du cerveau, on a remarqué que le cortex devenait plus épais. Ça, c'est chez les pratiquants réguliers. Et puis le corollaire de cet épaississement du cortex, qui vient en conséquence de la pratique régulière de la méditation de pleine conscience, c'est le fait que l'amygdale, donc cette glande qui est au centre du cerveau et puis qui est responsable de la gestion des émotions, elle est moins excitable. Ça, c'est aussi un des bénéfices de la méditation de pleine conscience. Comme cette glande, l'amygdale, est moins excitable, on est plus stable émotionnellement. Donc, vous faites de la méditation en pleine conscience tous les jours, on vous envoie un truc à la figure, vous allez moins réagir émotionnellement, moins être emporté que si vous n'aviez pas fait de méditation en pleine conscience. Vous voyez? Bon, pour que cette glande pinéale soit, pour que l'amygdale soit moins excitable, il faut quand même pratiquer un certain temps. Donc, ce n'est pas juste 1 minute ce soir que ça va régler les problèmes. La mémoire et la concentration. En fait, ce qu'on remarque, c'est que comme on est moins dans le mental, on dilapide moins d'énergie. Parce que notre mental, il est consommateur en énergie. Ces pensées auxquelles on s'identifie, toutes ces pensées qui traversent l'esprit, ça nous bouffe de l'influx. Donc, on se fatigue mentalement. On se fatigue au niveau cérébral. Ça consomme de l'énergie. C'est pour ça que les maîtres ont dit, traditionnellement, ils dorment très peu. Ils sont en pleine conscience le plus souvent possible. Et puis, du coup, il y a moins de dépenses d'énergie. Et donc, ils ont moins besoin de dormir. On parle de 2-3 heures pour un maître qui médite une bonne partie de la journée. Bon, il dépense aussi pas trop d'énergie au niveau du corps physique, puisqu'il est assis. Quoique, il y en a qui méditent en étant actifs. Parce que la pleine conscience, ce n'est pas limité à une posture. Ça, c'est important de le comprendre aussi. On peut méditer en pleine conscience en marchant dans la rue. On va sentir les sensations du corps, on va sentir le vent qui caresse le visage, on va écouter les bruits, etc. On est toujours la pleine conscience, donc on peut être en pleine conscience partout, sauf durant le sommeil profond. Là, c'est plus difficile. Mais sinon, quand on est allongé dans son lit, quand on prend sa douche, quand on cuisine, quand on est assis à l'ordinateur, il y a plein de phénomènes qui se produisent tout le temps, à chaque instant.
si on porte l'attention sur ces phénomènes, quoi qu'on fasse, c'est la pleine conscience. Donc ce n'est pas lié à une posture. Okay? Du coup, si on dilapide moins d'énergie au niveau du mental, ben quand on va utiliser le mental, il sera plus performant, il sera plus lucide, il sera plus clair. On gagne aussi en intelligence. Le QI augmente avec la pratique de la pleine conscience, parce qu'on est plus vif d'esprit. Mais pas dans l'agitation. Hein. Il y a une clarté, ce n'est pas un stress. La mémoire, donc la concentration aussi. On a remobilisé son esprit, c'est une expression qu'on utilise. Donc on est plus efficace pour se concentrer. Ça, c'est des choses qu'on expérimente, il faut le vivre. Hein. La mémoire, quand on est en pleine conscience, on est conscient de ce qu'on fait. Vous avez déjà remarqué dans la voiture, vous roulez des kilomètres, vous n'avez pas vu le trajet, parce que vous étiez pris dans les pensées. Le mental est le plus grand et le plus efficace hypnotiseur qui soit. Mesmer à côté, c'est un rigolo. Hein. Il nous hypnotise en une fraction de seconde. On est absorbé dans la pensée, on est dissocié du corps, de ce qui se passe, on n'est plus là. Et là, vous êtes en hypnose, quand vous êtes pris dans le mental. Ce n'est pas négatif d'être en hypnose. Quoique, suivant où vous êtes, vous pouvez être inducté, vous pouvez être influencé subliminalement. D'ailleurs, entre parenthèses, pour l'éducation des enfants, quand on gronde un enfant, avant que son mental soit très formé et puis qu'il nous rentre dans le cadre, il est comme le lièvre sur la route avec les phares braqués sur lui. Il est tétanisé. On appelle ça un état de sidération. Il entre instantanément en état d'hypnose. Et là, si le parent lui dit « t'es nul », c'est une induction qui va pénétrer dans son subconscient, ça devient une croyance. Donc voilà, faire attention, il faut être attentif à ces choses-là. Le mental nous place immédiatement en état d'hypnose. Suivant les pensées qu'on a, on va ensemencer notre subconscient avec ces pensées. Ça peut devenir des croyances, puis ça peut influencer notre vie, notre physiologie, mais aussi ce qui va se passer à l'extérieur. Donc, faire attention, ces états d'hypnose où on est perdu dans les pensées, parce que ça nous influence. La pleine conscience permet de retrouver la maîtrise de soi. Et puis, après, quand on est en paix, centré, on peut utiliser nos pensées, des pensées positives, pour aller ensemencer notre subconscient. Ces pensées seront d'autant plus harmonieuses qu'elles émaneront d'un état de paix. Donc ce qu'on va ensemencer, imprégner dans notre subconscient, ce sera des bonnes pensées, qui vont faire du bien à notre physiologie, qui vont générer une vibration qui va pouvoir, si on y croit, hein, évidemment, moi j'y crois, parce que j'ai vécu des phénomènes, mais qui vont attirer des circonstances, qui seront comme le reflet extérieur de ce qu'on aura ensemencé en soi-même. On est des créateurs. Voilà, tout ça c'est pour les bienfaits. Donc il y a beaucoup de bénéfices à retirer de la méditation en pleine conscience. Mais les bénéfices ne viennent pas tout seuls. Il y a un effort à faire. Et c'est ça tout le paradoxe de la méditation en pleine conscience. C'est que l'effort qu'on va faire, en tout cas au départ, c'est celui du mental. C'est le mental qui décide qu'il y a une volonté, je vais vivre la pleine conscience. Vous voyez ? C'est Sri Aurobindo, un grand maître de l'Inde, de l'hindouisme, qui disait que le mental, c'est une aide, puis il disait, en contrepartie, le mental, c'est une entrave. Le mental est une aide, le mental est une entrave. L'ego est une aide, l'ego est une entrave. Le mental, il peut nous aider à prendre conscience, à émettre une volonté qui va nous aligner sur le juste positionnement intérieur. C'est une prise de conscience, ok, ben là je ne suis pas juste, il y a un jugement, on reconnaît un état, puis on se place après dans la pleine conscience. Mais après, il faut se libérer du mental. Vous voyez ? Et puis après, c'est un numéro d'équilibriste. C'est le funambule. Hein. C'est l'image mentale qui peut venir quand on est en méditation, qu'il faut observer en pleine conscience. Mais son symbolisme est intéressant, c'est pour ça que je vous la donne. Quand on est un funambule sur un fil, ben on doit maintenir l'équilibre. En Orient, il parle de la voie du juste milieu. Et le juste milieu, c'est l'équanimité, c'est la pleine conscience. L'équilibre parfait.
Si je m'identifie à la pensée, symboliquement, je vais chuter, à droite ou à gauche. Je vais encore juste utiliser ce chart ici pour vous parler un petit peu encore de théorie avant qu'on fasse l'exercice. Pour vous expliquer comment fonctionne notre mental et en quoi il est un facteur de chaos, de disharmonie et de souffrance. Ça, c'est inspiré de la théorie du Bouddha. 2500 ans, le Bouddha, par son expérience, il a compris cet ensemble de phénomènes. Et il les a décrits plus en détail que ça dans les sutras. Alors, c'est très simple, en fait. L'expérience du Bouddha est très pragmatique. Il n'y a pas de théorie spirituelle, etc. C'est vraiment terre à terre. Il y a des stimuli, c'est les vibrations dont je parlais, ces phénomènes partout autour de nous. Ils vont entrer en connexion avec nos portes sensorielles, notre système nerveux. Ça va générer une perception. Il y a une partie de notre esprit, tant au niveau conscient que subconscient, qui va percevoir les stimuli. Notre système nerveux, il est très très dense. Vous pouvez mettre la tête d'une aiguille, la pointe d'une aiguille sur n'importe quelle partie de votre corps, vous allez la sentir, à moins qu'il y ait un trouble du système nerveux. Donc, à l'intérieur, comme en surface, on ressent tout. Mais on n'est pas toujours conscient, par contre. Absolument, chaque perception de stimuli, qu'on en soit conscient ou non, va générer des sensations dans le corps. Suivez ? Partout, qu'on en soit conscient ou pas de ces perceptions, de ces stimuli, il y a des sensations qui vont être émises dans le corps. Et puis, et c'est là où la souffrance survient, notre mental, il va réagir à ces sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables. Et cette réaction, elle se manifeste par deux forces opposées, l'attraction et la répulsion. Le Bouddha appelle ça la soif. Alors on peut aussi appeler ça le désir et l'aversion, l'attachement et le rejet. C'est la même chose, c'est des forces opposées. On va naturellement chercher à s'attacher à ce qui est agréable, aux sensations agréables, et on va repousser les sensations désagréables. Et ça, selon le Bouddha, il a compris par rapport à son expérience, en s'observant lui-même, que c'était la cause de la souffrance. Donc, c'est que le mental, de par son fonctionnement, sa nature, c'est inhérent à sa nature, qui peut réagir par l'attraction ou la répulsion. La pleine conscience, souvenez-vous, le soleil, on le voit ici derrière, le soleil, il est au-delà de ces impulsions d'attraction et de répulsion. Il perçoit les sensations telles qu'elles sont. Vous voyez la différence ? Mais le mental, il fait une discrimination. Il fait une séparation entre ce qui est agréable et désagréable, avec entre deux des sensations qui peuvent être neutres, pour lesquelles il est indifférent. Donc, je vous donne un exemple concret, je vous envoie des louanges. C'est un stimuli. Il y a une perception de reconnaissance qui va générer une sensation qui sera agréable. Le mental, il va avoir tendance à s'attacher à ces louanges. Maintenant, si je vous envoie des insultes, des reproches, ça sera l'inverse. Vous allez rejeter ces sensations, elles seront désagréables. Et cette tendance compulsive à réagir aux sensations à partir de l'attraction ou de la répulsion, c'est-à-dire à partir du mental, c'est la cause de la souffrance. Et c'est pour ça que la pleine conscience libère de la souffrance. C'est ce que réalisa le Bouddha, et ça l'a amené jusqu'au nirvana, qui est un état de réabsorption totale dans l'esprit. C'est-à-dire que le rayon de lumière, il se retourne sur lui-même, et puis il réalise sa propre essence. Il n'y a plus d'objet de contemplation. C'est une pure conscience d'être qui se limite à rien du tout. Mais là, dans cet état de conscience du nirvana, quoique, moi je ne l'ai pas vécu donc je ne peux pas prononcer là-dessus, mais certains sages disent que c'est impossible d'interagir avec le monde. C'est un peu comme dans le sommeil profond. On est là sans être là.
Voyez, il y a un corps, mais il n'y a pas conscience du corps. C'est le nirvana. Après, il y a les bodhisattvas qui renoncent à ça pour venir aider les autres à atteindre ces états de paix intérieure. Enfin bref, ça c'est pour la petite parenthèse. On ne recherche pas forcément ça par la pratique de la pleine conscience. Il y en a qui cherchent à atteindre le nirvana, ça peut être un noble idéal, mais il faut faire attention de ne pas justement tomber dans ce piège, de juger tout ce qui va s'éloigner de cet état de perfection qu'on appelle le nirvana, que certains appellent la connaissance transcendante, la gnose, etc. Ok? Alors, voilà. Donc, la technique de méditation de pleine conscience, telle qu'elle a été enseignée par le Bouddha, elle consiste à observer les sensations sans passer par cette étape-là. Donc, ressentir en pleine conscience, comme on l'a fait durant l'exercice de relaxation. Pour tous les phénomènes qui sont dans le corps. Alors, vous parcourez le corps, de haut en bas. Daniel fait ça avec les gens ici, balayage corporel. Vous ressentez les sensations telles qu'elles sont. Puis s'il y a une part de vous qui se dit « Ah, ça, il y a un blocage, c'est pas agréable », vous observez aussi le mental qui réagit. Comme ça, vous vous maintenez dans la pleine conscience. C'est très difficile. C'est vraiment le numéro d'équilibriste. Rester dans l'équanimité. Ça, c'est le mot qui est employé par le Bouddha, l'équanimité, la pleine conscience. Rester au milieu, centré sur l'observation neutre des phénomènes. Voilà. Donc ça, c'était pour la... Je voulais juste faire la parenthèse pour vous expliquer la grande technique de méditation du Bouddha, qui s'appelle Vipassana. On enseigne, il y a des enseignants qui permettent de vous initier à cette technique ancestrale qui a été apportée par le Bouddha. C'est des séjours gratuits, c'est sur 10 jours en fait. Il y a une école à Mont-Soleil, j'ai fait d'ailleurs. Donc ça peut être intéressant pour s'initier à la pleine conscience, parce que là on est vraiment dans une tradition avec un milieu sécurisé, avec un enseignement spirituel de haut niveau. Et moi je trouve que c'est une belle méthode. Après, il y a une autre technique. Ça, c'est la technique que moi, je mets en pratique depuis pas mal de temps maintenant, qui est complètement différente, en fait. Je vais reprendre l'autre schéma. On ne va pas du tout se focaliser sur les sensations. On va être très proche, en fait, de notre propre esprit. C'est comme si on allait observer uniquement cette zone-là, et puis prendre conscience de la moindre activité mentale. Le mental, c'est à ce niveau-là, c'est pas dans les talons. Donc c'est ici qu'on observe vraiment toute cette activité au niveau du mental. On ne se concentre pas du tout sur les sensations. Donc ce n'est pas du tout la même technique que celle du Bouddha. Et cette technique-là, d'observation uniquement centrée sur le mental, c'est Ramana Maharshi qui l'a présentée, et il appelle ça Vichara, c'est l'observation du soi, l'investigation du soi. Le soi étant ce petit moi auquel on s'identifie, qui est construit autour des pensées. Et ça, on va faire l'exercice. Vous allez observer le penseur. Vous allez observer celui qui contrôle l'expérience. Celui qui réagit à partir de l'attraction et la répulsion. Et Ramana Maharshi disait que Vichara, donc l'investigation du soi, l'observation du penseur, c'est la voie directe. Et effectivement, j'ai fait pas mal de techniques de méditation, je trouve que c'est la plus efficace pour calmer le mental. Le mental se calme de fait, automatiquement, quand on l'observe. C'est magique. Vous prenez conscience du mental, d'une pensée, elle se dissipe, elle s'évanouit. À condition, vous n'émettez pas un jugement sur ce que vous venez d'observer, évidemment. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est l'équilibriste sur son fil. Vous observez avec attention la pensée qui va surgir, elle surgit constamment du subconscient, puis vous vous maintenez dans cette posture, dans cette observation. C'est l'image symbolique qu'Eckhart Tolle employait du chat qui est posté devant un trou de souris. Le chat, c'est la pleine conscience que vous êtes, symboliquement, et puis la souris, c'est la prochaine pensée qui va apparaître. On va expérimenter ça. Alors vous aurez l'image de la souris, bien sûr, mais il
faut la laisser tomber cette image, évidemment. Hein. Avant ça, on va expérimenter la méthode du Bouddha. On va se concentrer sur une sensation. Ce sera les sensations à ce niveau-là. Vous voyez? L'empreinte des anges, là, je ne sais plus comment on appelle. Cette petite fossette ici. Voilà. On fait l'exercice ?